Ici Mathieu Hodgson, éditeur du Jardinier paresseux. Dans ce balado, je prends le temps de discuter avec des personnes qui consacrent leur vie aux plantes et aux vivants pour parler de leur parcours, de leurs expériences et de ce qui les anime. L'objectif est simple, prendre le temps de mieux comprendre celles et ceux qui consacrent leur travail et leur passion au monde végétal et apprendre de leur regard. Cet épisode est présenté par Gloco, une entreprise québécoise fondée en 1919 qui se spécialise dans les semences de gazon, ainsi que des engrais et des composts biologiques adaptés à notre climat, dont les gammes herbioniques et bioniques, conçues pour jardiner tout en respectant la biodiversité. Bonne écoute. La période des semis intérieurs est peut-être commencée pour certaines personnes, mais pour la majorité des gens, ça va attendre encore au mois de mars ou avril. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire en ce moment. On est en pleine période de préparation, choix des semences, organisation du matériel, le calendrier des semis. C'est aussi la saison des fêtes des semences qui commence à partir de la fin janvier. C'est là qu'on va acheter nos semences, des outils, qu'on assiste à des conférences ou qu'on rencontre des semenciers locaux, ceux qui produisent les graines qu'on achète. Justement, mon invité d'aujourd'hui est semencier, mais aussi formateur et entrepreneur. C'est un des fondateurs, avec Guylaine Saint-Vincent, des Jardins de l'Écoumène, un jardin semencier biologique situé dans la région de Lanaudière. Et il est maintenant auteur. Il vient nous parler de son nouveau livre, Le Guide des semis, secret de semencier pour bien démarrer son jardin, écrit en collaboration avec Vanessa Munoz et publié aux Éditions de l'Homme. Jean-François Lévesque, bienvenue au balado. Merci, c'est avec grand plaisir, en fait, que j'ai accepté ton invitation. Merci aussi de prendre le temps d'être avec nous, parce que je sais que tu dois être pas mal occupé là, dans ce temps-ci. On est en pleine période là, de vente de semences, des fêtes des semences. Comment tu vis ça, toi, cette période-ci de l'année? Ça fait 25 ans maintenant que l'Écoumène existe. Donc, je te dirais que pour moi, chaque nouvelle saison, c'est un nouveau défi. Un moment où il faut que mon énergie, reprenne surface. Puis ça, la nature est bien faite parce que nous aussi, on commence à faire nos semis, on finalise des tests de germination, puis à chaque fois que je vois, en fait, ces petites plantules-là qui sortent du sol, ça m'ordonne la joie, ça m'ordonne le goût de poursuivre, en fait, cette mission-là. Tu commences le livre. Depuis les premiers jours de mon cheminement, j'ai trouvé dans la terre un refuge, un lieu d'apprentissage et de transformation. Cette affinité profonde avec le vivant ne m'est pas venue par hasard. Elle a été germée très tôt dans ma vie, enracinée dans un cadeau que m'a offert mon père Raymond lorsque j'avais 7 ans. Un arbre, une rivière, une montagne. C'est fort comme image. On sent, bien sûr, l'influence du père dans ton lien avec le vivant. Est-ce que tu peux nous raconter les premières expériences qui ont façonné ta relation là, avec la nature? Écoute, moi, je viens de Montréal-Nord. En fait, je suis même à Montréal-Est. Je suis un Montréalais d'origine, mais je pense que c'est juste soit une erreur ou un hasard parce que j'ai découvert effectivement vers l'âge de 7 ans parce que Raymond, mon père, a fait acheté un terrain, un petit chalet à Saint-Jean-de-Mata. Donc, la rivière dont on parle dans l'histoire, c'est pas juste une métaphore, elle existe bel et bien, c'est la rivière Noire. Et l'arbre, en fait, c'est que lorsque je suis arrivé sur le terrain, moi, je découvre la nature parce que j'arrive des ruelles, j'arrive des parcs urbains. Puis là, je vois ça, je fais comme « wow ». C'est comme si la nature m'embrassait, me prenait dans ses bras puis me faisait un gros câlin. Puis il y avait un arbre qui m'a donné l'inspiration de dire « moi, j'ai envie de me construire une cabane ».
Alors, j'ai construit une cabane avec l'aide de mon père. Et puis, quand je suis rentré en hauteur sur la cabane, je me sentais bien dans mon arbre, mais je me suis dit, ouais, mais tu sais, s'il faut qu'effectivement je quitte cet arbre-là rapidement, ben j'avais besoin d'un dispositif pour pouvoir quitter l'arbre. Donc, on a installé un téléphérique, on a récupéré une vieille poulie, une balançoire, un vieux câble. Puis, écoute, c'est comme ça que mon aventure avec la nature a commencé, vraiment par cette découverte-là, parce que mon premier refuge, c'était cette cabane-là. Puis pour moi, c'était mon sanctuaire. C'était vraiment un lieu, écoute, j'avais 7 ans, assez que le dimanche soir, quand mon père disait, ben regarde, il faut qu'on retourne en ville, moi je dis non. Moi, je retourne pas en ville. Fait que là, mon père, ben là, il essayait de voir un peu jusqu'à quel point. Fait que là, il partait. Fait que là, j'étais, yes, enfin, la paix. Mais non, il revenait, là, il dit, écoute, le fiston, là, tu sais, mon père, c'est un Français, hein. Fait qu'il disait, fiston, il dit, il faut qu'on retourne en ville, là, tu sais. Avant l'aventure, là, les jardins de l'Écoumène, puis là, ça commence en 2001, si j'ai bien compris. Ouais, exact. Tu as accumulé différentes expériences de travail, des formations, formation en horticulture au centre de formation agricole de Mirabel, foresterie, conservation de la nature, design du paysage, production maraîchère. C'est quoi ton parcours qui t'a amené à être semencier? Quand je suis sorti de l'école d'horticulture, parce que oui, tu sais, bon, on m'a sorti du secondaire, on m'a envoyé à la TUC, on m'a envoyé faire la foresterie, on m'a appris à couper des arbres. Là, je dis, voyons, si je peux pas passer ma vie à couper des arbres, ça fait pas de sens. Alors là, j'étais allé en conservation de la faune. Je dis, peut-être ça va être le fun. Mais là, il fallait avoir un gun. Moi, avoir un gun, tu sais, je dis, un policier dans le bois, je dis, bon, ça non plus, ça fait pas de sens. Donc, je me suis retrouvé effectivement à l'école d'horticulture de Mirabel. Bon, j'ai fait un passage aussi en aménagement paysager. Et là, ça a commencé à me faire du sens. La chose qu'il faut que tu comprennes, Mathieu, c'est que quand j'ai commencé à vendre mes premières tomates, mes premiers légumes, imaginez-vous les pires mots qu'on peut dire là, quand on vit une colère ou bien que ça ne fit pas. Je dis non, moi, je suis pas faite pour vendre des légumes. Je ne suis pas maraîcher parce que à l'époque, il faut se souvenir, bon, Équiterre, ça n'existait pas, les familles bio, ça, pas encore. Fait que non, je dis moi, maraîcher, ça me convient pas. Et comme je suis une personne curieuse, je suis une personne qui aime observer, ben, étant donné que j'ai arrêté de vendre mes laitues, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont commencé à monter en fleurs. Alors, j'ai fait comme, oh, regardons ça c'est intéressant. Mes brocolis, les haricots. Je dis, wow. Puis là, ben, ça a piqué ma curiosité. Après ça, j'ai eu un parcours à la Ville de Montréal, à la pépinière, production d'arbres, d'arbustes. Donc là, j'ai développé mes compétences en production végétale. Donc ça, j'ai comme beaucoup aimé. On produisait, bon, plus des arbres, plus des arbustes que des plantes potagères, mais tu sais, on allait récolter des semences à l'île Sainte-Hélène pour produire, bon, du chêne, du frêne, etc. On greffait, etc. Je déteste vendre des légumes, c'est drôle à dire, hein? Mais non, moi, c'est vraiment pas mon bag. Je préfère observer les plantes, les amener à la fin du cycle, donc jusqu'à sénescence, puis de trouver en fait comment je peux améliorer cette génétique-là. Tu sais, comment il faut être un humain sensible, donc pour essayer de s'attarder justement à voir pas juste la plante, mais à voir son environnement, son écosystème. À partir de tout ça, c'est quoi qui a fait qu'avec Guylaine, vous avez décidé de partir une entreprise lancée là, comme semencier? C'est quoi le déclic? Le déclic, c'est que on travaillait toutes les deux à la Ville de Montréal. Puis je t'avouerais que j'étais pas très heureux, en fait, dans le type d'emploi que j'avais, parce que je suis une personne créative, je suis une personne qui aime explorer. Puis bon, dans un contexte de travail municipal, ben tu sais, c'était pas là que je pouvais développer en fait ma passion, mon intérêt, puis répondre à toutes mes questions à la fois philosophiques et organiques. Alors, on s'est lancé, on s'est dit, ben garde, il y a un besoin, il y a une demande aussi pour préserver, mais pour partager en fait ces variétés-là, parce que j'observais l'érosion en fait de ces variétés-là. À un certain moment donné, dans les catalogues
connus, là, William Dan, Johnny's, etc., il y avait juste de l'hybride, là. Il n'y avait pas de bio, il y avait juste des variétés qui étaient issues, en fait, de programmes qui visaient principalement les producteurs maraîchers et non les jardiniers. Il y avait cette tendance-là. Fait que nous, on s'est dit, ben écoute, faut qu'on occupe cet espace-là parce que c'est important, d'une part, puis c'est ce qu'on aime faire. Donc, on s'est lancé. Je te dirais que la première année, on a vendu 500 sachets de semences. À quelques dollars, le sachet, là, c'est pas énorme, là. Non, ben on avait nos emplois encore à ce moment-là, mais c'était en 2006 qu'on a fait le saut. En fait, j'ai fait le saut. Guylaine a continué à travailler un certain temps à la Ville de Montréal. Puis à un moment donné, je dis à Guylaine, je dis écoute, je dis moi tout ça, j'y arrive pas. Fait que soit que j'engage quelqu'un, mais tu sais, finalement, ton salaire va quasiment payer un employé. Donc, c'est sûr que c'est des décisions pas faciles à prendre, surtout quand tu as 5 enfants à élever. Donc, ça motive aussi en même temps. Donc, puis, tu sais, moi, je me considère maintenant. Autrefois, non, mais tu sais, comme, oui, un entrepreneur maintenant, un entrepreneur organique, intuitif. Après, là, on est proche de 25 ans, là, comme artisan semencier, entrepreneur, développer l'entreprise, créer des nouveaux produits. Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'écrire un livre, surtout dans un monde où toute l'information est à un clic, où on peut demander des questions à une intelligence artificielle? Là, pourquoi maintenant publier un livre? Ça faisait déjà longtemps que j'envisageais ça, mais ça faisait plus partie, si tu veux, de ma to-do, mon carton, de dire, regarde, ça serait le fun d'écrire un livre parce que j'ai envie de partager. Ça a toujours fait partie de l'ADN de l'entreprise. On a toujours offert des ateliers, des formations. Je suis formateur aussi dans le cadre de formation en PFNL, les productions forestières non ligneuses. Donc, j'enseigne. Puis, on m'a souvent dit, ça serait le fun que tu écrives un livre. Ben, je dis, ouais, mais tu sais, j'ai comme, faut que je trouve le moment, faut que je trouve le temps. Et des fois, la vie, ben, nous donne des signaux qu'il faut ralentir. Il nous donne des moments où, tu sais, il faut le voir comme une opportunité. En 2025, j'ai fait un burn-out. Donc, j'étais comme au bout un peu, là, ben, tu sais, tantôt on a parlé, on part la saison, là, mais en horticulture, quand on termine une saison, des fois, on a comme un peu... on a étiré un peu trop la sauce, comme on dit. Bref, j'ai eu cette opportunité-là. J'ai eu la chance aussi d'avoir, tu l'as souligné tantôt, Vanessa qui m'a accompagné parce que, bon, tu sais, oui, j'ai quelqu'un qui possède beaucoup de connaissances, mais je maîtrise pas nécessairement la littérature. Tu sais, je sentais que j'avais besoin de soutien aussi pour justement offrir une littératie acceptable, tu sais, à la hauteur, en fait, de ce qu'on avait envie de proposer. Et surtout, je te dirais, ce que je considérais qui manquait dans la littérature de jardinage, c'est cette approche, en fait, que l'Écoumène s'est permis de définir au cours des dernières années. C'est une approche, en fait, qui s'est basée sur, justement, la science, le design et la biophilie. Ça, c'est vraiment les piliers de l'Écoumène. Puis c'est ça que j'avais envie de transmettre à la base, c'est-à-dire que il faut que ça relève de la science. Il faut que les gens qui ont envie de créer, en fait, des jardins, ben on s'appuie sur le design. Donc, ça nécessite une certaine compétence, mais en même temps, tout le monde peut être designer, là. Tu sais, il n'y a pas de... C'est pas une chasse gardée. Et la biophilie, ben c'est ça qui... parce que biophilie, c'est pour les gens qui se demandent un peu qu'est-ce que ça veut dire, ben bio, c'est la vie, philie, c'est l'amour. Donc, l'amour du vivant. L'opportunité d'écrire un livre, ben ça me permettait en fait de mettre en mots de façon permanente cette expérience-là que je vis à l'Écoumène. Les gens me demandent souvent quels produits j'utilise dans mon jardin. Quel compost, quel engrais, quelles semences pour la pelouse, pour les prés fleuris. C'est pas compliqué. Chez nous, j'utilise les produits Gloco, une entreprise familiale québécoise avec plus de 100 ans d'histoire. Dans mon jardin, que ce soit dans mes plates-bandes ou dans mon potager, le plus important, c'est de nourrir le sol de façon naturelle. C'est pour ça que j'utilise le compost marin et forestier Bionic, certifié biologique Québec Vrai.
c'est un compost sans remplissage, donc 100% compost, qui ajoute non seulement de la matière organique, mais aussi des organismes vivants qui contribuent directement à la fertilité du sol. Quand j'ai besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, j'utilise les engrais biologiques bioniques, avec des formulations pour les fruits et légumes, les fleurs annuelles, les fines herbes, les semis, les arbres et arbustes. Ils ont même un engrais liquide composé à 100% d'algues marines. La gamme bionique, comme le compost et les engrais, c'est aussi un bel exemple d'économie circulaire. Ils sont composés de résidus marins et forestiers qui retournent à la terre plutôt que d'être jetés. Gloco offre aussi des semences pour la pelouse et les prés fleuris. La gamme Herbionique est adaptée au climat du Québec, avec des options pour des pelouses qui demandent peu d'entretien ou d'arrosage, et pour des espaces fleuris qui soutiennent la biodiversité en attirant les pollinisateurs, les papillons et les oiseaux. Les produits Herbionique et Bionique sont disponibles dans plus de 250 jardineries au Québec. Pour en savoir plus, visitez gloco.ca. Parce qu'un jardin plein de vie, c'est un jardin en santé. Chez nous, c'est Gloco. Commence là, au début du livre, je pense le premier chapitre, là, rêvons ensemble. Imagine ton jardin idéal. La palette de couleurs des fleurs, le bruissement des feuilles, l'odeur de la terre après la pluie. Que cherches-tu à cultiver en t'investissant dans cette aventure? Puis là, dans le chapitre suivant, ça, c'est observer mon environnement. Tu invites le lecteur à marcher sur son terrain, noter l'ensoleillement, l'humidité, les ondes d'ombre, le vent, les insectes, les oiseaux. Même dessiner ça là, au besoin. Là, on est loin des plateaux à semis là, qu'on s'imagine. Pourquoi c'était important pour toi de commencer là pour te rendre à l'acte de semer? Écoute, ça fait toute la différence parce que le geste de semer, ben, on peut le décortiquer d'un point de vue technique. Bon, les terreaux, la température, l'humidité, je veux dire, on peut tout convenir de ça. Mais moi, ce que j'ai envie de proposer aux gens, c'est pas juste de cultiver en fait une plante, c'est de l'accompagner. Puis cet accompagnement-là se fait aussi avec nous-mêmes. Ça commence en fait par nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on veut? On veut-tu préserver une vieille variété? On a-tu envie, en fait, de préserver la biodiversité pour les pollinisateurs, exemple? Parce qu'il y a une multitude de raisons pour lesquelles on peut jardiner. Donc, nous, notre approche, puis parce que là, tu as énuméré le point de départ d'aller découvrir ton écosystème. Mais dans le cycle du jardin, ben, tu sais, ça va jusque à la transformation. Là, on passe par la multiplication, l'entretien, les récoltes, la transformation et le partage aussi. Ça, c'est le dernier élément. Donc, c'est là que je veux amener les gens, les jardiniers, à ouvrir cette conscience-là que jardiner, ben, ils font pas uniquement cultiver un jardin. Pour moi, tu parles beaucoup comme du monde invisible. Puis tu insistes beaucoup dans le livre sur la santé des sols. Pourquoi ça revient autant dans ton livre? Comment est-ce que les gens peuvent cultiver justement ce monde invisible? Les premiers mots, je dirais par rapport à ça, c'est l'autonomie. L'autonomie, souvent, quand on parle d'autonomie, on dit autonomie alimentaire pour nous autres. Mais pourquoi on ne créerait pas des conditions pour rendre les plantes autonomes et diminuer les intrants? Puis je dis pas éliminer, là, parce que moi, je suis un pragmatique, hein. Je veux dire, je suis pas un puriste. Donc, dans certains cas, certaines cultures, ça peut être correct, puis je le fais moi aussi, je vais ajouter des engrais. Mais le sol, c'est vraiment la base. J'aimerais rajouter un petit détail. Il n'y a pas de bon ou de mauvais sol. Il n'y a pas de... Ça n'existe pas de bon ou de mauvais. Il y a juste des éléments qui ont des caractéristiques, puis c'est là que une fois qu'on a observé, il faut comme comprendre comment ces caractéristiques-là, on peut les mettre à notre avantage. Si on réussit pas bien un type de plante, peut-être que c'est ton sol qui convient pas, donc cultiver un autre, je veux dire, ça dépend. Si tu veux absolument cultiver une plante qui correspond pas aux bonnes conditions, ben oui, tu vas
tu n'auras pas une culture autonome. Là, je veux dire, il va falloir que tu soutiennes constamment les conditions. Imagine, Mathieu, qu'on est toi puis moi sur une chaise longue avec notre parasol, ça allume. On regarde la Terre au loin. Elle est belle, elle est toute ronde. On est à peine capable de distinguer l'atmosphère, qui en réalité a presque 1 kilomètre. En fait, 80% de la vie est répartie sur 1 kilomètre d'épaisseur. Le sol, 45 centimètres, mais la fertilité du sol se retrouve d'à peu près 15 à 20 centimètres. Imagine, 15 à 20 centimètres sur la surface du globe. Le sol, c'est le salut de l'humanité. Puis on n'en prend pas soin de nos sols. Puis un matin, je me suis levé puis je me suis dit, écoute, il faut que je règle mon problème. Hein? Parce que si je continue à détruire mon sol comme je le fais depuis une couple d'années, parce que pour de vrai, là, je les ai toutes faites, là, les gaffes, les niaiseries. Là. Moi, j'avais un rotoculteur au début, là, puis je te rotocultais ça, c'était beau, c'était propre. Après 3 ans, les croûtes de patente sont apparues, la structure du sol était finie, raide. Là, qu'est-ce que tu veux? C'est là que les problèmes embarquent. Les plantes, je veux dire, maintenant, ils sont pas capables. Je veux dire, ils ont bien beau être des bonnes plantes vigoureuses, mais je veux dire, si t'as pas de bon sol. Alors donc, je me suis mis, en fait, à apprivoiser l'Aidafond. Tu as une marque de produits, Aidafond aussi, mais l'Aidafond, c'est pas quelque chose que tu as inventé, là. C'est quelque chose, en fait, tous les jardiniers devraient savoir c'est quoi l'Aidafond. Avec le sol, c'est comme la base, là, un peu. Pour moi, là, c'est la base du jardinage. Là. Parle-nous donc de l'Aidafond. Curieusement, c'est un mot qui est très peu utilisé, mais que j'ai envie de mettre au goût du jour parce que ça fait partie justement de prendre conscience que le sol, c'est vivant. Il y a à peine 20 ans, là, on traitait les gens d'un peu, là, tu sais, comme déconnectés quand on parlait des sols vivants. Les agronomes aujourd'hui, ils répulent de ça. Là. Je veux dire, ils ont compris qu'effectivement, parce qu'à l'époque, on parlait de la physique des sols, de la chimie des sols. La biologie des sols, là, c'est comme... Mais l'Aidafond, c'est la biologie du sol. L'Aidafond, c'est l'ensemble des organismes vivants du sol. On part des macros, des mésos jusqu'aux micros, donc du ver de terre, du colembole, des arthropodes en général. Après ça, des protozoaires, des bactéries, des mycéliums, donc ou les mycorhizes, puis jusqu'aux virus. Donc, c'est ça qu'il faut préserver. Parce que, puis là, regarde, je ne sais pas si tu as envie d'aller là, mais quand on parle d'autonomisation de la nutrition des plantes, moi, j'aime souvent dire aux gens, puis je fais des blagues avec ça, je dis, c'est qui se cache dans la forêt pour aller mettre de l'engrais, pour faire pousser les arbres? Ben non, mais la nature a 450 millions d'années d'expertise. C'est l'Aidafond, en fait, qui contribue à l'autonomisation de la nutrition des plantes. Il y a un cycle qui se met en place, puis ça s'explique. C'est pour ça que je fais de la science, mais c'est pour ça que j'ai envie de vous dire aussi, préservez vos bactéries. Maman bactériaire. Moi, je tripe ces bactéries et les mycorhizes, les protozoaires et etc. Parce que c'est le rôle qu'ils ont développé. La semence, là, elle a une mémoire, la semence. La mémoire, elle a une semence qu'elle transmet par les gènes. Mais la semence, ou quand les racines commencent à pénétrer le sol, il y a une transmission de messages qui se fait entre la plante et les micro-organismes. Puis ces messages-là sont principalement véhiculés par ce qu'on appelle les hydrates de carbone. Qu'est-ce que des hydrates de carbone? C'est l'énergie vitale de la planète. Ce sont des sucres bruts. C'est l'énergie qui a été produite par la combinaison, en fait, de différents éléments, dont la photosynthèse. Et la plante va rejeter dans les sols ces hydrates de carbone-là, va nourrir, en fait, l'Aidafond, la chaîne trophique du sol ou la chaîne alimentaire du sol. Et en contrepartie, lorsqu'on dit couramment, ça c'est accepté par tous, c'est que finalement, les bactéries vont dégrader les matières organiques, les matières minérales pour rendre disponibles à la plante, en fait, les minéraux, ces nutriments. J'ai rien inventé, là, Mathieu. Là, c'est exactement comme ça que ça se passe dans la nature. Donc, reproduisons, en fait, ces mécanismes-là dans nos jardins pour rendre nos plantes autonomes, heureuses, nutritives, puis
après ça, ben, se cultiver soi-même par rapport aux actions qu'on entreprend parce qu'il faut soutenir le vivant, il faut protéger le vivant. Il faut arrêter d'avoir en tête le geste de vouloir éliminer une manifestation, en fait, d'un déséquilibre ou un symptôme. Ça donne à rien. Je veux dire, il y a toujours quelque chose dans la nature qui va ressurgir si on ne respecte pas les lois de la nature. J'ai senti à travers le livre que tu n'essayais pas de dicter une seule façon de faire des semis, une seule façon de jardiner. Pourquoi tu as fait ce choix-là, de la liberté? Est-ce que c'est parce que ta méthode, c'est pas la meilleure? Moi, c'est ça. Je suis pas du genre à focusser sur une méthode. Moi, je suis plutôt, effectivement, un genre, ben écoute, tu sais, jardinier paresseux, c'est moi ça en passant, là, tu sais. Moi, j'étais petit cul, puis il me disait, voyons, JF, tu sais, t'es donc bien paresseux, puis je comprenais pas pourquoi il me disait ça. Parce que moi, je trouve que c'est une belle qualité, être paresseux. Donc, être paresseux, pour moi, c'est pas suivre une méthode. C'est en fait d'être capable d'observer, puis de comprendre, puis de poser les bons gestes, les bonnes actions. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a, à travers le monde végétal, il y a ce qu'on appelle les espèces. Donc, les tomates, les concombres, les haricots. Et chaque espèce a ses caractéristiques, ses particularités. Moi, j'ai envie de proposer aux gens, essayer de comprendre la base, essayer de comprendre, d'observer, en fait, puis de comprendre comment l'eau se manifeste à travers la croissance de vos plantes, quand c'est des plantures, quand sont à maturité. Tu sais, il y a tellement d'éléments, en fait, ou, tu sais, moi, je dirais, de variables dans ce qu'on fait. Tu sais, moi, je serais à terre si on me disait de gérer genre 5 hectares de cocon. Là, on appliquerait une méthode, puis on suivrait la méthode. Mais moi, non, j'ai pas cette vision, j'ai pas cette approche-là. Parce que, gars, Mathieu, dans la vie, là, il y a des choses qui sont imprévisibles, puis il y a des choses qui sont prévisibles. Le soleil, là, un bon astronome, il peut te dire dans 1000 ans, il va être où exactement à telle seconde, là, tu sais. Mais le foutu nuage, là, il n'y a pas un météorologue qui est capable de te dire dans 2 jours, il va être où le nuage. Tu sais, ben c'est ça la nature, c'est ça la vie. Fait que, tu sais, puis je sais pas, je dirais ça d'une autre façon, tu sais, c'est comment il disait ça là, dans la Bible, là, je disais, c'est mieux d'apprendre à pêcher que de donner des poissons. Trouve comment toi tu as envie de jardiner, tu sais, puis c'est ça que j'ai envie de dire aux gens parce que je trouve que suivre une méthode, ben à un moment donné, tu as toujours besoin de quelqu'un, tu sais, pour te dire, ben regarde, finalement, la méthode, elle marche plus. Ouais, pourquoi? Je ne sais pas, moi, tu sais. Parce que, ben, c'est ça que moi, j'ai envie d'aider les gens à prendre leurs propres décisions, devenir eux autres aussi autonomes. Il y a tout un chapitre dans le livre sur la biologie des semences, dans lequel tu as écrit « Semer, ce n'est pas seulement activer une culture, c'est participer à l'acte profond d'une naissance. Et toute naissance mérite attention, respect et un peu de poésie. » Qu'est-ce qu'il y a de poétique dans une graine? La semence, c'est une mémoire. À la base, pour moi, c'est une mémoire qui se transmet de génération en génération, de saison en saison, de territoire en territoire, parce que les semences avec lesquelles on cultive à pollinisation libre, ben il y en a qui ont des fois plus de 400 ans, 500 ans d'histoire. Donc, il y a un élément justement d'information à travers une semence qui, pour moi, est importante parce que il y a une transmission d'un savoir-faire. La tomate Mémé de Beauce, haricot grand-maman Dinelle. Écoute, tu sais, je reçois un petit courriel parce que j'ai passé à la télévision. La madame, elle m'écrit, elle dit, ma grand-mère est décédée, on a des semences, on ne sait pas quoi faire avec, ça vous intéresser. Bon, je dis, mais encore. Ben, elle dit, ma grand-mère, elle a eu ses semences à l'âge de 14 ans pour ses noces. Elle les a cultivées jusqu'à l'âge de 95 ans et puis elle est morte à l'âge de 104 ans. Puis ses petits-enfants, on aimait tellement ça, aller chez grand-maman parce qu'en fin de saison, elle nous préparait les haricots de grand-maman Dinette. Elle avait sa recette. Fait que, tu sais,
on va au-delà, en fait, du simple geste de semer. On perpétue une mémoire, on participe à un terroir aussi, où on intègre un terroir dans notre jardin. Il y a tout un monde, en fait, je dirais, de culture, puis de poésie aussi à travers ça, parce que la semence, ben, il y a une transmission aussi, puis avant ça, il y a une transformation, une collaboration. Bref, je suis pas un poète dans l'âme, mais j'aime en fait prendre le temps dans les jardins d'observer cette nature-là et d'apprécier en fait ce sentiment de participer, de contribuer justement à soit à la préservation, à la mise en place, de donner les bons soins. Un autre élément qui pour moi est très significatif, tu as sûrement entendu parler, Mathieu, du Jardin des Trois Sœurs, la culture de la courge, du maïs, puis des haricots. Donc, c'est cette sensibilité-là qui, à travers mon parcours d'enfant, d'étudiant et de semencier, qui m'amène à vouloir justement partager, sensibiliser les gens, puis leur faire prendre conscience que c'est pas juste le geste de semer, c'est pas juste de mettre une graine dans la terre, mais c'est d'accompagner, c'est de créer les bonnes conditions pour permettre justement à ce que ces plantes-là puissent s'exprimer du mieux qu'ils peuvent. Puis, je dirais que c'est peut-être là, Mathieu, la frontière entre le maraîcher puis le semencier. Parce que si j'étais maraîcher, j'aurais plus d'intérêt à cultiver et récolter pour pouvoir mettre en marché des fruits et des légumes, puis c'est exactement ça. Par contre, le semencier, lui, il essaie de créer les conditions pour justement permettre aux plantes d'exprimer cette mémoire, les gènes qui leur permettent justement de se développer, puis d'être toutes différentes les unes des autres, un peu comme nous autres les humains. On est allé dans le poétique un peu, puis bon, le philosophique un petit peu, mais dans ton livre, là, t'expliques quand même le côté pratico-pratique de la chose, là. Comment semer à l'intérieur, à l'extérieur, comment transplanter. Puis bon, on pourrait pas couvrir cette matière-là aujourd'hui, puis c'est pour ça qu'il y a un livre d'ailleurs sur le sujet. Pour les gens qui commencent, hein, peut-être qu'ils le font pour la première fois ou qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils de base, tu sais, pour des choses à faire? C'est quoi le plus important quand on commence à faire des semis? La question est vraiment cool parce que la réponse est simple. Première des choses, c'est nous et comme notre qualité d'observation. En partant, quand on veut jardiner, quand on veut faire partir des cultures, entretenir des plantes, tout ça, c'est l'attention qu'on est capable d'apporter à l'observation. Mais pour observer, parce que c'est facile de dire, ben, il y a de l'eau, il y a de la lumière, il y a ci, il y a ça, je dis, tout le monde dit ça, je dis, température, mais c'est d'être capable d'interpréter l'observation. Donc, pour l'interpréter, ben, tu as besoin de balises, tu as besoin de références, tu as besoin, en fait, de comprendre, justement, les limites, je dis, trop de lumière, pas assez de lumière, tout ça. C'est ça qu'on explique dans le livre. Pas à pas, on décrit chacune des composantes qui sont nécessaires à la croissance des plantes. Donc, les terreaux, c'est très bien expliqué dans le livre. Je veux dire, les différents, la structure du sol, la texture du sol. Pour l'extérieur, on explique comment justement se faire un petit test qui coûte absolument rien pour comprendre un peu l'orientation qu'on va donner à nos sols. Après ça, la lumière, on explique les phénomènes de la lumière, la chaleur. Tu sais, la chaleur, on parle de tapis chauffant. Ben, tu sais, quand tu mets de la chaleur, c'est comme si tu pèses sa pédale à gaz de ton char. Tu actives la microbiologie, tu libères les nutriments, la plante pousse. S'il manque de lumière, ben là, elle va étioler. Puis là, ben là, OK. Fait que si tu veux donner du gaz, donc de la chaleur, il faut que tu mettes de la lumière. Fait que, tu sais, des fois, des gestes simples. Les gens, ils ont un timer pour la lumière, mais pas pour le tapis chauffant. Fait que la lumière s'éteint la nuit, mais le tapis chauffant continue à fonctionner la nuit. Ben, la plante, elle, là, il y a du gaz, là, elle roule, là. Fait qu'elle libère les nutriments. Même affaire, la ventilation. Souvent, ça, c'est l'équipement ou, tu sais,
le vent, là, si tu veux, ventilation à l'intérieur, c'est négligé. Donc, moi, je vais régler 100% de mes problèmes de fonte de semis. Je disais, tu mets des ventilateurs, un bon terreau, puis tu n'en as plus de problème. Donc, c'est ça qu'on explique, en fait, dans le livre, pas à pas. Oui, au-delà de la philosophie et de la poésie, mais il faut qu'effectivement le jardinier réussisse à comprendre, puis on veut vraiment le guider à travers ça. Je dirais, là, la majeure partie du livre, là, c'est ce que tu appelles l'herbier du vivant. C'est des descriptions de différentes plantes là, qu'on peut avoir dans notre jardin, dans notre potager principalement. Ça, c'est divisé en différents groupes. Donc, il y a les plantes légumières, les plantes aromatiques, cinales aussi, les plantes à fruits, les plantes à fleurs et les engrais verts. On comprend bien la place des légumes, des fruits, des fines herbes. Mais pourquoi tu as choisi d'intégrer des plantes à fleurs et des engrais verts dans un livre sur les semis? Je vais commencer par les engrais verts parce que la santé des sols, tu le sais, on en a parlé, pour moi, c'est fondamental. Et à partir du moment où on a un sol qui est à nu, ben déjà, on est en phase de démobilisation de la structure du sol, les ultraviolets, la pluie, tout ça. Donc, le geste du jardinier, ça serait de constamment maintenir une couverture végétale pour préserver l'édafond du sol et la structure du sol. Donc, c'est important pour moi d'expliquer aux jardiniers que les engrais verts, c'est une action bienfaisante. Moi, je dis, soyez bienveillant ou bienfaisant avec votre sol, puis semez des engrais verts, parce que c'est important pour la qualité de votre sol. Les fleurs. J'ai redécouvert, en fait, le monde plus ornemental, puis je vais t'expliquer pourquoi et comment. Parce que moi, je viens de ce monde-là, puis j'ai coupé à un moment donné le lien plus avec l'ornemental parce que je voyais pas de fonctionnalité outre que, de regarder puis des belles fleurs. Parce que pour de vrai, j'aime ça regarder des belles fleurs. Moi, je suis un passionné, j'adore les couleurs, les textures, etc. Mais pour moi, de cultiver une plante juste pour sa beauté, ça manquait de sens parce que je suis un gars de sens, tu sais. Mais là, j'ai découvert une nouvelle activité, en fait, qui est en émergence au Québec. Ça s'appelle les fermes florales. T'aimes les fleurs, mais t'en fais quoi? Ben, tu fais des bouquets de fleurs. Tu sais, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Donc, les fleurs qu'on présente dans le livre, ce sont des fleurs, écoute, parce qu'on pourrait subdiviser effectivement les fleurs, parce qu'il y a des fleurs comestibles. Il y a des fleurs que moi j'appelle justement écosystémiques parce qu'ils sont utiles pour les pollinisateurs, l'agastache, le thym, il y a plein de plantes qui sont là pour créer en fait un écosystème de diversité, donc la biodiversité. Donc jusqu'à maintenant, les fleurs avaient pour moi principalement cette fonction-là. Mais là, c'est ça, je me suis laissé attendrir, je dirais, parce que pour moi, ça fait du sens. Pour de vrai, j'aime aller cueillir des bouquets de fleurs. Ça fait un peu kitsch, tu vas me dire, mais j'aime ça, je trouve ça cool. Je vais au jardin, puis c'est là que ça rejoint, je dirais, à la fois la poésie, mais le bien-être de jardiner. Parce que jardiner, c'est pas juste de produire absolument, c'est de prendre un moment, de respirer, d'observer, puis de prendre contact avec la nature. Puis les fleurs coupées, on dirait que je redécouvre ce sentiment de plaisir-là à tailler, puis après ça, me faire des beaux bouquets. Fait que la collection de fleurs qu'on présente dans le livre, ce sont des fleurs qui ont principalement comme cette fonction-là. J'ai trouvé que le choix des plantes, c'était vraiment intéressant. En fait, j'ai été vraiment surpris avec ta façon de choisir les plantes parce que plutôt que de choisir, de parler de la tomate en général, tu as choisi vraiment des variétés spécifiques de chaque type de légumes. Donc là, tu n'as pas choisi la tomate en général, tu as choisi, mettons, une variété de tomates. Pourquoi tu as décidé de faire ça de cette façon-là? J'avais envie que les gens aient le sentiment qu'on adopte en fait une variété. Parce que c'est là la différence. Souvent, la plupart des livres de jardinage, on va parler des espèces. On va, comme tu dis, on va parler de la tomate. Puis là, après ça, souvent, on va dire, il y a à peu près tant
des centaines de variétés, on va nommer les variétés. Mais chez le semencier, c'est pas comme ça que ça se passe. Chez le semencier, on adopte une plante, on en prend soin, on la découvre, puis on l'accompagne. Donc, c'est pour ça que ça s'est manifesté comme ça dans le livre. Et je te dirais que ceux que j'ai présentés, ben c'est mes coups de cœur. C'est comme mes préférés. Tu sais, on a 400, on est presque rendu à 500 variétés. Donc, tu sais, on va se le dire, là, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça de même, mais l'éditrice, elle m'a dit, là, arrête, tu sais, je dis, parce que là, il m'a donné, ça ne rentre plus, là. Puis, bon, fait que, bref, j'en aurais mis plein d'autres. Mais j'ai quand même choisi ceux avec lesquels j'ai un sentiment. Je ferai une analogie simple, je veux dire, tu sais, si toi, tu as envie d'adopter un animal domestique chez vous, tu vas commencer par te poser la question, c'est un oiseau, c'est un rat, c'est un chien, c'est un chat. Là, tu vas essayer de découvrir avec qui a le plus d'affinité. Finalement, c'est le chien. Parfait. C'est quoi la prochaine étape? Quelle race de chien? Vas-tu acheter un chien de race à 2000 pièces puis finalement, ça va me coûter 4 fois le prix du chien en vétérinaire dans 3 ans? Ou bien m'aller à l'espécium chercher un bâtard qui, finalement, s'il y a du gosse puis qu'il, tu sais, bon, ben, fait qu'il y a toutes sortes d'analogies là, entre des hybrides, entre les variétés à pollinisation libre, mais après ça, il faut que tu adoptes une variété. Puis, tu sais, comme là, tu vois, on va sortir des articles des articles de blog là, dans les prochaines semaines, puis on traite justement de ce sujet-là. La fameuse tomate. Comment on choisit une variété? Ben, c'est simple, tu sais, je veux dire, il y a des caractéristiques de base, déterminer, les couleurs, on veut en faire quoi, l'italienne, manger frais, les cerises, mais une fois qu'on a fait notre choix, ben là, on la met au jardin, puis c'est là qu'il faut l'accompagner. C'est là qu'il faut qu'on comprenne d'où elle vient. C'est quoi son histoire? Puis c'est ça que moi, me passionne aussi, entre autres. Comme tu peux voir dans le livre, j'ai toutes sortes de descriptions qui relatent, en fait, d'où ils viennent, ils ont contribué comment, en fait, pour telle communauté. Écoute, j'ai remarqué de quoi dans tes fiches, c'est qu'il y a toujours une petite section impact écologique et rôle dans l'écosystème. Puis je trouvais ça vraiment intéressant de parler de ça dans le contexte de potager ou de plantes de jardin comestibles. Pourquoi tu as rajouté ça? Écoute, ça fait partie de ma grande quête de comprendre les outils qu'il y a à notre disposition. Je voulais amener le lecteur justement à prendre conscience que s'il veut adopter cette posture de responsabilité, parce qu'on parle d'une responsabilité par rapport à notre jardin, à notre écosystème, bien, il y a des outils, puis il y a des stratégies qui existent justement pour nous accompagner, pour quantifier les gestes qu'on pose pour soutenir l'écosystème. Je te rappellerai un détail intéressant, Mathieu. Bill Mollison, en permaculture, il dit, une des principes de base, c'est que chaque élément a plusieurs fonctions, mais que chaque fonction est assumée par plusieurs éléments. Moi, là, quand j'ai appris ça, j'ai fait comme « Yes, ça c'est pour moi, ça c'est pour mon cerveau ». Fait que moi, j'invite le lecteur justement à prendre conscience que ces plantes-là peuvent jouer aussi un rôle écosystémique. Un exemple simple, la consoude, c'est une plante qui descend ses racines profondément dans les sols. Elle va aller récupérer des minéraux qui seraient normalement mobilisés. Elle va les ramener en surface dans son feuillage. Puis à l'automne, quand elle va tomber au sol, donc elle participe au cycle, en fait, de déplacement des minéraux. Donc, l'idée à travers ça, c'est qu'il faudrait idéalement, lorsqu'on crée quelque chose, qu'on met en place une structure ou une fonction, ben il faut avoir 3 bonnes raisons. Donc, chaque élément a plusieurs fonctions, chaque fonction est assumée par plusieurs éléments. On pourrait traduire ça. Trouve-toi 3 bonnes raisons de mettre la plante où tu veux la mettre ou mettre l'arbre où tu veux le mettre. Donc, c'est là qu'on commence à complexifier puis qu'on commence à créer des interactions, à mobiliser en fait des actions qui se font par la nature. Tu sais, les carabes, les crapauds, les oiseaux, je veux dire, tout ce qu'on appelle les auxiliaires, ben, ils participent ça dépend des saisons puis des régions, mais ils sont là, j'aurais envie de te dire bénévolement, mais c'est même pas vrai. Ils contribuent à un rôle nécessaire et important à la dynamique, en fait, des écosystèmes. Fait que c'est notre rôle à nous, c'est notre responsabilité. Puis
c'est pour ça que j'ai ajouté cet élément-là dans le livre en me disant, ben si ça peut aider les jardiniers à en prendre conscience puis d'aller plus loin, parce que, tu sais, c'est une introduction là, qu'on a mis à propos de ça. Là, on pourrait aller bien, bien plus loin de ça. Côté écriture, j'ai trouvé que pour un livre sur le jardinage, c'était très poétique. Ce que j'ai apprécié, c'est quoi ta relation à l'écriture? Est-ce que c'est quelque chose de naturel pour toi ou est-ce que c'était exigeant de devoir écrire? Comme je te disais au départ, il y a Vanessa qui m'a accompagné. Donc, ça m'a permis, avec Vanessa, d'exprimer en fait mes idées, ma vision, mes connaissances. J'ai mis ça sur papier, effectivement. Et à partir de là, j'ai réalisé que oui, j'avais besoin d'accompagnement de quelqu'un qui était capable de pouvoir traduire, puis d'y mettre un peu plus, je dirais, un accent que ce que tu appelles poétique. Mais au niveau de l'écriture, j'ai eu besoin effectivement de cet accompagnement-là. J'en remercie Vanessa parce qu'elle a su effectivement découvrir en moi la sensibilité que j'ai par rapport au vivant, mais qu'avec un peu, je dirais, d'humilité, une certaine difficulté à le traduire effectivement au niveau de l'écriture. Donc, on l'a travaillé ensemble, cet aspect-là. Donc, ça m'a permis, en fait, d'aller combler, en fait, une facette de moi. Puis oui, ça a été du travail, effectivement, de m'amener, en fait, de sortir un peu d'un cadre technique à un cadre qui était plus, je dirais, moi j'aime bien dire biophilique, là, tu sais, donc centré sur le sens en fait qu'on a envie de donner à notre jardin. Puis tu sais, moi c'était ma première expérience, j'ai aucune idée si je vais renouveler l'expérience ou pas. Tu sais, c'est tout nouveau pour moi, mais j'ai quand même aimé sortir de ma zone de confort. T'expliques aussi au jardin de l'Écoumène, vous cultivez des variétés à pollinisation libre, donc des plantes capables de produire leur propre semence. Pourquoi la conservation des semences? C'est pour toi une étape importante du jardinage. Puis est-ce que c'est en même temps un acte politique? Il y a un peu de tout ça dedans. Tu sais, il y a pas, c'est pas tranché au couteau. Je te dirais que gardien des semences, moi, je suis comme juste, tu sais, il passe par chez nous. Tu sais, moi, je les fais circuler. Tu sais, ils arrivent, ils vont partir. J'ai comme aucune idée dans quelques décennies parce que il y a tout un travail de génération à travers ces variétés-là qu'on sous-estime, qu'on prend même pas conscience, en fait. On met une graine, il y a un beau belle tomate qui arrive, c'est comme, ah, wow, un beau cocon. Mais il y a un travail, en fait, d'une société qui a évolué à travers les âges. C'est ça qui, pour moi, est important. Puis, je te dirais que c'est peut-être ça aussi, le côté politique que tu as énoncé. Je pense que c'est David Suzuki qui disait un truc du genre, là, je n'ai pas la citation exacte, mais quand il y a un déséquilibre qui se crée, il y a un manque à quelque part, ben l'équilibre va se recréer. Ce que je veux dire par là, c'est que, étant donné que nos gouvernements ont fait des choix d'investir dans les multinationales, parce qu'on s'entend que dans le bio puis des semences, oublie ça, il n'y en a pas de soutien de l'État dans ce qu'on fait. Par contre, les universités, les fonds publics sont vraiment orientés vers justement des variétés transgéniques, des variétés à haut rendement. Bon, je peux comprendre qu'effectivement, on a besoin de nourrir la population. Là, on a sorti le monde des campagnes, on les amène en ville, mais il reste que on se rend pas compte de cette érosion génétique-là qu'on est en train de créer. Alors, ça me rend confortable de penser que je contribue à préserver, en fait, ces variétés-là pour les futures générations. Ça me passionne, tout simplement. Fait que oui, il y a beaucoup de politique à travers ça. L'agriculture, où elle s'en va actuellement, ultra spécialisée. Moi, je trouve que on est à risque. Est-ce qu'on devrait tous devenir gardiens des semences? Peut-être pas à la même échelle que toi, là, mais est-ce que c'est quelque chose qui est possible là, pour le commun des mortels? Est-ce que c'est compliqué? En fait, j'aurais envie, Gabin, ça, je vais te challenger là-dessus. J'aurais envie de te proposer, avant de devenir gardien des semences, devenir des gardiens de l'Écoumène.
Parce que je te rappellerai un truc, Mathieu, le mot écoumène, c'est pas un mot que j'ai inventé. C'est un mot qui est utilisé principalement en géographie, qui désigne un endroit habité dans la biosphère. Donc, un cartographe va désigner un écoumène parce qu'il y a une communauté X qui vit. Savais-tu que toi et tous les gens qui nous écoutent, vous pouvez créer votre propre écoumène? Votre petit jardin, votre balcon, votre cour arrière, votre pré, votre forêt, je veux dire, et vous devriez en fait devenir des gardiens de votre écoute, de l'écoumène, mais de votre écoumène. Moi, c'est le nom que j'ai donné à mon entreprise, mais moi, j'ai envie de vous inviter à devenir des gardiens de l'écoumène. Donc, vous allez élargir votre vision et après ça, si vous avez envie de conserver vos semences pour devenir des gardiens de vos protégés, de ceux que vous aurez adoptés, ben oui, c'est pas si compliqué que ça, dans la mesure où, moi, je dis toujours aux gens, si vous voulez débuter là-dedans, tomates, laitue, les plus faciles pour commencer, parce que chez le semencier, on classe en fait le conditionnement des semences selon deux grands groupes, c'est-à-dire le conditionnement humide et le conditionnement sec. Donc, les laitues, c'est conditionnement sec. En 2005, là, c'était une année record de laitue parce qu'on a eu 5 semaines de sécheresse, puis les laitues, ils aiment ça pour, pas la laitue pour manger, mais pour produire la semence, il faut que ça soit sec. Donc, commencez par ça. Puis, si vous découvrez une passion, ben go! Puis, on partage. Si vous avez envie d'aller même plus loin que ça, il y a M. Prescott qui s'est amusé, je dirais, pendant 7 ans à croiser des poivrons, puis maintenant on vend le poivron Prescott qui est issu en fait de son expérience pour croiser, puis rendu là, ben on partage, on transmet, puis on éduque aussi en même temps. C'est ça qui est le souhait en fait de l'écoumène. Avant de terminer, un gars comme toi, là, entrepreneur, auteur, formateur, écoute, puis j'en passe, tu dois avoir une couple de projets là, en tête. C'est quoi tes projets prochainement puis dans les années à venir? Là? Où est-ce que tu t'en vas? Là? Ben, merci de poser la question. Écoute, nous autres, moi, je suis une machine. Tu sais. Fait que, premièrement, au Jardin de l'Écoumène, on a travaillé sur notre branding. Donc, Edafon devient en fait une marque à part entière. Donc, on a une gamme de produits, biochar, Frass. Ça, c'est les ingrédients principaux qu'on utilise justement pour la santé des sols, les engrais verts. Fait que, on vient de changer notre boutique en ligne. Sinon, d'autres projets intéressants parce que Écoumène, c'est notre marque mère. On a la marque Edafon, mais on est rendu avec une troisième marque qui s'appelle Mahé, mon aventure Écoumène. L'entreprise, on est en transformation, en fait, depuis 3 ans de notre modèle d'affaires parce qu'on ne veut plus être juste une entreprise qui vend des produits ni qui vend des services. On va être une entreprise qui accompagne, en fait, les jardiniers dans la réussite de leur jardin. Parce que ce qui est important pour nous, c'est de vous rassurer, de créer du sens puis de la simplicité. Donc ça, c'est mes 3 piliers, en fait. S'il y a des gens qui ont envie d'aller plus loin, on a un masterclass qui va sortir. Donc, c'est 8 modules, des fiches thématiques, des vidéos, je vous raconte un paquet de trucs, je vous amène dans mon univers. Et si tu as envie d'aller plus loin, ben il y a une cohorte aussi qui se met en place à partir du mois de mars jusqu'au mois de juin, où là, tu vas être invité à venir 2 jours à l'Écoumène en présentiel avec la cohorte, on jase, on se raconte plein d'histoires. Après ça, il y a des rencontres en virtuel pour répondre à toutes sortes de questions. Il y a même, on a même prévu du temps, je pense que c'est 1 heure à peu près en vidéoconférence pour parler de ton projet. Puis là, on est plus fou que ça encore. Parce que là, on est en train de mettre en place la première école professionnelle de PFNL, de production forestière non ligneuse. Donc, ça commence à se diffuser. Nous, on en parle pas encore beaucoup, mais si tu vas sur notre site web, tu as vu, il y a un onglet en haut, là, c'est écrit Produits la forêt. Ben, on a une forêt école ici où on apprend en fait la récolte, la valorisation en fait des productions forestières non ligneuses. Je vais être formateur aussi. J'enseigne la botanique puis l'aménagement des cultures. Donc, une grosse été en perspective, beaucoup de projets en vue parce que la forêt,
ma prochaine quête. Parce que oui, le jardinage, c'est intéressant, mais j'ai envie d'explorer davantage la mise en place de ce qu'on appelle les jardins-forêts. Il y a peut-être 50% de la population mondiale qui vivent de ça. Je veux dire, principalement dans les zones tropicales, en Asie, en Afrique, tout ça. Je veux dire, nous, on est un peu déconnectés de ça, mais c'est un mouvement qui se met en place actuellement où on s'inspire de la permaculture pour créer, en fait, des écosystèmes nourriciers forestiers. Donc, à l'Écoumène, à suivre, c'est un partenariat avec la commission scolaire des Samars. Donc, c'est eux autres qui prennent en charge le programme. Ça amène un DEP, un diplôme d'études professionnelles. Première cohorte qui va arriver là, ce printemps. Bien, en tout cas, félicitations pour à ton livre. Félicitations pour tous tes projets qui s'en viennent. Je suis sûr que c'est beaucoup de travail pour toi, pour ton équipe. J'aimerais rappeler là, aux gens qui écoutent que ton livre, Le Guide des semis, secrets de semencier pour bien démarrer son jardin, qui a été écrit en collaboration avec Vanessa Munoz, publié aux Éditions de l'Homme. Il est disponible, bien sûr, en librairie, disponible en ligne. On peut le retrouver sur votre site web, Jardin de l'Écoumène, à écoumène.com. Merci beaucoup, Jean-François, d'avoir été là avec moi.